Walden ou la vie dans les bois de Henry David Thoreau. Chapitre économie. 7e extrait. Étant donné que je prévoyais de me lancer dans ces affaires sans attendre de disposer du capital habituel, il n'est sans doute pas simple de s'imaginer où j'allais pouvoir trouver les moyens qui demeuraient nécessaires pour toute entreprise de ce genre. En matière de vêtements, pour en venir tout de suite à l'aspect pratique du problème, peut-être sommes-nous plus souvent guidés lorsque nous en faisons l'acquisition par le goût de la nouveauté et le souci de l'opinion des autres que par un intérêt pour leur utilité réelle. Que l'individu que du travail attend se souvienne que le but des vêtements est en premier lieu de conserver la chaleur vitale et en second lieu, en l'état actuel de notre société, de couvrir sa nudité. Il pourra ensuite juger quelle quantité de travail nécessaire ou important il peut abattre sans avoir à procéder au moindre ajout à sa garde-robe. Aucun être n'a jamais rien perdu de mon estime à porter un vêtement rapiécé. Et pourtant, je suis sûr que les gens ont d'ordinaire un souci bien plus grand d'avoir une vêture à la mode, ou tout au moins une vêture propre et sans pièces, que d'avoir une conscience saine. Et quand bien même une déchirure ne serait pas réparée, le pire vice que cela dénoterait serait l'imprévoyance. Il m'arrive de mettre les gens qui m'entourent à l'épreuve en leur posant des questions comme celle-ci. Qui accepterait de porter un pantalon rapiécé aux genoux, ou même seulement reprisé d'une ou deux petites coutures? La plupart réagissent comme s'ils pensaient que leur perspective de vie serait ruinée s'ils se laissaient aller à une telle chose. Ils trouveraient plus aisé de se rendre en ville avec une jambe blessée qu'avec un pantalon blessé. Souvent, s'il survient un accident aux jambes d'un gentleman, il est possible de les soigner. Mais si un semblable accident survient à l'étoffe de son pantalon, il n'y a rien à faire, car celui-là a en tête non point ce qui est respectable, mais ce qui est respecté. Nous connaissons peu de gentlemen, mais de très nombreux manteaux et de très nombreux frocs. Habillez un épouvantail de votre dernière tenue et postez-vous dénudé à côté de lui. Quel être passant par là ne saluerait pas d'abord l'épouvantail? L'autre jour, alors que je marchais le long d'un champ de blé, je vis un chapeau et un manteau posés sur des bâtons en croix, et je reconnus le propriétaire de la ferme. Il semblait à peine plus marqué par les éléments que la dernière fois que je l'avais vu. J'ai entendu parler d'un chien qui aboyait dès qu'un inconnu s'approchait tout habillé du domaine de son maître, mais qui ne protestait pas si un voleur tout nu y faisait intrusion. Savoir jusqu'à quel point les hommes conserveraient leur rang respectif s'ils se trouvaient démunis de leurs vêtements est une question intéressante. Pourriez-vous, en une telle situation, entouré d'individus civilisés, dire avec certitude lesquels d'entre eux appartiennent à la classe la plus respectée? Lorsque, dans ses aventureux voyages d'est en ouest, autour du monde, Madame Pfeiffer se retrouva aussi proche de chez elle qu'en Russie asiatique, elle dit qu'elle éprouva le besoin de passer autre chose qu'une tenue de voyage avant d'aller à la rencontre des autorités, car elle était maintenant parmi des hommes civilisés qui ont l'habitude de juger leurs semblables d'après l'habit. Même dans les villes de notre Nouvelle-Angleterre, démocratique, la possession accidentelle de richesses et sa simple manifestation sous forme de vêtements et d'attirail suffit à garantir un respect quasi universel à quiconque se trouve en jouir. Qui a jamais vu ses vieux vêtements, son vieux manteau effectivement usé jusqu'à la corde, réduit à ses éléments primitifs, au point que ce n'eût pas été un acte de charité que d'en faire don à quelque pauvre hère, pour qu'ensuite peut-être lui-même en fasse don à plus pauvre que lui, ou bien devrions-nous dire à plus riche que lui, qui eût su se contenter de moins. Je dis, méfions-nous de toutes les entreprises qui exigent des vêtements neufs plutôt qu'un porteur neuf. Tout ce dont les humains ont besoin, ce n'est pas de quelque chose avec quoi agir, mais de quelque chose à faire, ou plutôt de quelque chose à être. Lorsque je demande un vêtement d'une forme particulière, ma couturière me répond d'un ton grave. On ne les fait plus comme ça de nos jours, sans insister le moins du monde sur ce « on », comme si elle citait quelque autorité aussi impersonnelle que les parcs. Et il m'est difficile d'obtenir d'elle qu'elle me confectionne ce que je veux, uniquement parce qu'elle n'arrive pas à croire que je puisse être rustre au point de réellement vouloir ce que je lui demande. Lorsque j'entends cette sentence oraculaire, je reste quelques instants perdu dans mes pensées. Je m'en répète intérieurement chacun des mots, les uns après les autres, dans l'esprit d'en percer le sens général, de découvrir par quel degré de consanguinité ce « on » peut être relié à moi, et quelle autorité il peut avoir dans une affaire qui me concerne si intimement.
Au bout du compte, je suis tentée de lui répondre de manière tout aussi ésotérique et sans insister plus qu'elle sur le « on ». C'est vrai, on ne les faisait plus comme ça ces derniers temps, mais maintenant, si. À quoi lui sert-il de prendre mes mesures si elle ne prend pas celles de mon caractère, mais seulement ma largeur d'épaule, comme si elle n'était qu'un cintre auquel pendre le manteau? Nous ne vénérons ni les grâces ni les parcs, nous vénérons la mode. Que le chef des singes à Paris se coiffe d'une casquette de voyage et tous les singes d'Amérique se coifferont d'une casquette de voyage. Chaque génération se rit des modes anciennes tout en se conformant religieusement à la présente. Au bout du compte, les êtres humains n'atteignent que ce qu'ils visent. C'est pourquoi, même au risque d'échouer sur le champ, il ferait mieux de viser quelque but élevé. À demain pour un autre passage de Walden ou La vie dans les bois.